Voilà. Bon, alors à nouveau, je présente la 6e vidéo de la lecture de mon livre Oppression, Oppression masque de clown. Voilà, Sylvain Munoz. Bon, pour l'instant, mon livre n'est pas très commercial, il y a très peu de gens qui l'ont lu. Bon, je vous garantis que c'est pas du snobisme. C'est pas par snobisme, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès, tout simplement, j'ai pas d'organisation commerciale qui le permette. Mais ça n'a aucune importance, je continue. Je suis un artisan et je fais mon boulot. Alors je suis au 3e chapitre. Voilà. Je vais vous le dire, je vais continuer la lecture. Mon père dit souvent en famille qu'à la naissance de mon frère, il courait dans Lyon annonçant à tout le monde qu'il était papa. Par contre, à ma naissance, il a été déçu. Car je n'étais pas beau. Ceci était dit, il fallait donc que je l'accepte, et moi de faire avec. À la moindre occasion, mon père prononce cette phrase. Quand tu auras des poils au cul, je vois son sexe et je compare avec le mien. Je vois ma mère à poil, j'ai évidemment peur de la castration. Cela se réduit par le fait que je ne peux pas dormir sur le dos. Je dois protéger mon sexe en dormant à plein ventre ou sur le côté. De telle façon à ce qu'il soit caché pour l'extérieur. Ce phénomène n'a pas été un épisode de l'enfance qui aurait été oublié par la suite. C'est le phénomène que je porte toujours en moi, et j'en suis pleinement conscient. J'ai tellement de choses à savoir en dehors de l'école, en dehors que l'école passe après tout le reste. C'est une question de liberté. Peut-être, peut-être pas. Mon père manipule constamment les idées généreuses. Cette générosité, il la veut de la société envers lui et toute espèce humaine, mais sur son attitude envers l'autre, il ne se sent pas lui-même tenu par une quelconque obligation. Pour ce qui concerne ses enfants, ils devront rester à vie ses obligés. Il affiche en permanence une morale sans tache, mais comme il a une dialectique lui permettant d'avoir toujours le dernier mot, il est capable de ne pas être en accord avec sa propre morale, mais le restant avec lui-même, par une phrase, nécessité fait loi. Il ne fait rien de particulier par rapport au reste de l'humanité. Comme tout le monde, il se situe par rapport à l'autre. Son travail, il en est fier. Il veut absolument qu'il soit bien fait. Ses exigences retombent sur nous quand nous l'aidons. Il ne nous demande jamais de courir quand nous devons exécuter un travail, mais nous savons que nous serons à sa disposition tant que ce travail ne sera pas fini. Il est incontestable que mon père est mon maître à penser. Malgré ce fait, je détecte en lui certaines failles. J'adhère à sa pensée, mais garde dans un coin de ma cervelle bon nombre de réserves. Non, je ne suis pas que dans un univers de travail. Il se passe une multitude d'autres choses. De notre cour, en passant devant la cabane et le jardin, après, tournant sur la gauche, suivant ainsi le contour de ce jardin, se trouve la propriété du couple Pidou. Notre jardin est mitoyen à leur cour. Ils ont un fils adulte et marié, ne vivant pas avec eux. Dans leur cour, un énorme chien blanc. Malgré lui, tout l'hiver, un couple de mésanges ou dwarfs, je ne sais pas, vient nicher dans leur boîte à lettres qui se trouve sur le portail de la cour.
Chaque année, j'installe une deuxième boîte à lettres pour le courrier. Le mari cultive un magnifique jardin que l'on voit quand on continue le chemin après leur maison. Toujours dans cette direction, le champ de notre propriétaire, M. Plâtre, où nous sommes autorisés à aller cueillir des cerises. En effet, 2 énormes cerisiers se trouvent là. Plus en bas du champ perpendiculaire aux cerisiers se trouve une espèce de haie faite de deux ou 3 merisiers, quelques arbres, quoi en plus, je ne me souviens pas exactement. Délimité par cette haie, un petit champ avec 2 griotiers. On a le droit de manger ou cueillir des merises, mais pas les griottes. Le propriétaire se les réserve, plutôt la propriétaire, une des 2 sœurs de M. Plâtre, qui les prépare dans de l'alcool. J'ai cette pensée. Quand un homme ment, ce n'est pas à l'autre qu'il ment, mais c'est toujours à lui-même. C'est comme cela qu'il se détruit, ne pouvant alors découvrir sa propre réalité. Toutes les folies de l'histoire ont été rendues possibles parce que les hommes ont toujours accepté de se mentir à eux-mêmes. Comme chaque personne ment à l'autre et à lui-même, il est difficile de dire la vérité ayant toujours peur qu'elle ne soit utilisée pour être retournée contre nous. L'homme apprend donc à vivre soit dans le silence, soit en enjolivant la réalité pour qu'elle lui soit favorable. Complètement à l'opposé d'où se trouvent les griotés, en repassant devant les cerisiers, le champ se punit et donne sur un chemin. Celui-ci, on n'avait pas tourné. Celui-ci qui continue si on n'avait pas tourné après notre jardin en direction de chez les Pidoux. De l'autre côté de ce chemin, un champ cultivé. Les fleurs indiquent que c'est une plantation de colza. Je crois que cette culture s'alterne avec celle de la betterave. Au bout de ce champ, un bois dont le nom est les Yarennes. Là, une année, les enfants ont construit leur souterrain. Ceci est le nom donné à une bonne longueur de trajet sous la voûte des arbres, bien que s'inscrivant assez naturellement dans le paysage. On a peut-être retaillé les branches. Sur une bonne longueur, on peut avancer aisément, protégé par la végétation. Dessus, sur le côté, nous sommes cachés et parcourons ainsi un long tunnel. C'est un refuge naturel. Nous construirons à différentes époques différentes cabanes. Revenons au chemin. Si après la cabane de mon père, on ne tourne pas à gauche en direction du Pidoux et que l'on poursuit tout droit, il se trouve sur la gauche des cultures faites à la main, mais sur une échelle assez importante. Il y a des cultures potagères, mais également une plantation de maïs. Tous les soirs, M. Moreno, qui n'est pas tout jeune, il a même un certain âge, transporte en s'aidant d'une perche en bois mise en travers de ses épaules des seaux et arrosoirs pour arroser ses cultures. Un mur de sa maison donne sur la cour, sur la même cour que nous. Mais le couple Moreno a sa propre cour, mitoyenne tout à la fois à notre cour, à la partie du jardin que j'ai créé et à la partie où mon père a entreposé le front, etc. Dans cette cour, il y a un petit trésor, c'est le prunier. Quand il déborde de fruits sur ses branches qui se trouvent à l'extérieur, donc à ma toute disposition, je n'ai qu'à me servir. La maison des Moreno donne sur leur cour, notre cour. Ce même bâtiment comprend un appartement donnant sur la grande rue et qui est occupé par Madame Mazetto. Son fils tiendra à une époque le café-restaurant qui est tenu aujourd'hui par Gérard Cubier et qu'il nomme chez Cube. J'ai en souvenir d'enfance de revoir Madame Mazetto et son fils
assis sur le pas de la porte, porte qui donne directement sur la grande rue. Il n'y a pas de trottoir à ce niveau-là. Je recommence. On part de la cour, on passe devant la cabane, on laisse le chemin sur la gauche, on poursuit toujours en laissant sur la gauche le jardin et plantation de M. Moreno. Sur la droite, il y a sur presque toute la longueur un mur qui délimite la propriété des Plates. Après ce mur, un champ où paissent les vaches. Le chemin tourne légèrement sur la gauche, on arrive sur un champ cultivé de colza ou de betterave, selon les époques qui se trouvent à la droite du chemin et en face du champ où se trouvent les cerisiers. En traversant le chemin sur la gauche, on trouve la maison habitée par la famille Vorse. Sinon, on prend le chemin sur la gauche. Pillou, puis la chambre des Plâtres. À droite, une fois au bout, encore à droite, le champ sur le chemin. On arrive là aussi à la maison des Vorse. Au rez-de-chaussée habite le grand-père. Y a-t-il une grand-mère? Je n'avais pas en mémoire, mais il existe un doute en moi. Je pense que oui. Le grand-père prend le chemin avec une mobilette traînant une remorque. Un jour, je fais des tours en vélo, je le croiserai devant mon salut à un plongeon dans les orties. Le souvenir m'en est toujours présent. À l'étage, Gérard, il a 3 ans plus que moi. Son frère, Christian, lui a approximativement 2 ou 3 ans de moins que moi. Je me souviens de ma différence d'âge avec Gérard, du fait qu'il y a entre lui et mon frère une certaine compétition. Ils sont dans la même classe alors que mon frère a 1 an de moins. Il m'est facile de faire le calcul. Mon frère a cet état d'esprit de se placer en compétition avec l'autre sur les bases dictées par l'environnement. Moi, je suis de ceux qui se placent en rupture avec mon environnement. Mes points de reconnaissance et de compétition, je les invente. J'aurai toute ma vie des connards voulant me placer à leur niveau pour pouvoir concourir avec moi et m'être supérieur. Allez, Brassens. Les braves gens n'aiment pas que, si je notre autre que. Un jour, que s'est-il passé? Le père et la mère Vorse frappent à la porte. Mon père ouvre immédiatement. Immédiatement, le père Vorse dit que mon frère a donné un coup de pied au visage de Christian. Que s'il le voyait près de la maison, il le corrigerait. Ceci dit, accompagné d'un geste de la main. Ça, c'est plus que mon père ne peut en entendre. La réponse de mon père est « Comment ? Vous venez menacer mon fils chez moi ?» Il le repousse physiquement. Là se disent différents mots, notamment cette phrase, c'est à mon père, vous êtes venu manger le pain des Français en France. Mon père le repoussera jusqu'à mi-chemin. Sa femme dit à ma mère, arrêtez votre mari. Ma mère prudente lui répond, je ne m'en mêle pas. Donner un coup de pied à la figure d'un petit n'est pas dans la culture de la famille, et sûrement pas de mon frère. Que s'est-il passé? Mon frère expliquera qu'il s'est bagarré avec Gérard. Il avait le dessus. Christian, voyant son frère dessous, a sauté sur mon frère. Mon frère, occupé avec Gérard, n'a pas cherché à donner un coup. Ceci s'est fait dans la mêlée. En écrivant ces lignes, je n'ai nulle envie de faire un quelconque règlement de compte avec qui que ce soit, mais plutôt de faire revivre des personnes aujourd'hui disparues. Malgré ce fait, les enfants se sont réconciliés. Et puis, ce n'était pas un drame. Il s'est passé quelque chose de terrible pour Christian. Je ne sais pas l'âge exact qu'il avait, en 20 et 25 ans peut-être, quelques jeunes dans une voiture. La voiture fait un tonneau. Sa tristesse reste sur la route. Il a été décapité. Il me sera dit, par Gérard, qu'un copain arabe se trouvant comme passager dans la voiture ce jour-là, est parti par les champs après avoir vu la tête de son ami sur la route. Plus personne ne le verra ensuite, car il rejoindra l'Algérie. Gérard et mon frère Michel sont morts également, les faisant revivre les uns et les autres, en disant des choses, mais sans faire tomber de verdict. Je pense à cette enfance en me disant
Nous nous comportions tous individuellement ou en groupe, en étant à un niveau ou à un autre, un tyran pour l'autre. Mon père me dit souvent, ne provoque jamais la bagarre, mais le premier qui te provoque, on ne lui jamais l'envie de recommencer. Si tu ne peux pas avec tes mains, prends un bâton. Il rajoute toujours, ne prends jamais une pierre. Si un des deux prend une guérouillée, l'autre doit le défendre. Mais qu'il n'y en ait pas un qui vienne se plaindre à la maison qu'il a reçue, car alors je lui en remets une autre par-dessus. Ces recommandations ne concernent que nos rapports avec les enfants de notre âge. En ce qui concerne un adulte, il ne manquera jamais la solidarité familiale, ben que jamais on ne lui en parle. La fierté de mon père est quand un parent vient se plaindre à la maison pour une bagarre avec son fils. Bien après, il m'en parle. En réalité, si c'est moi qui ai le dessous, je n'en parle à personne. Car alors, ça démontrera une infériorité envers quelqu'un et je perdrai la face aux yeux de mon père. Nous vivons dans un univers où le père est un super-héros et où les enfants doivent lui faire honneur. Il prononce cette phrase. Mon père, qui était illettré, m'a toujours dit « On n'a jamais rien écrit, hélas ». Il s'est créé une personnalité à partir de ça à laquelle nous devons adhérer. Par cela, lui est reconnu. Ce qui est la condition à ce que nous-mêmes nous puissions être reconnus. Ne nous trompons pas. Cette forme de pensée n'est pas particulière à notre famille. Sous un discours ou sous un autre, elle se retrouve dans beaucoup. Cette structure mentale se retrouve autant chez les femmes que chez les hommes. Beaucoup de femmes actuelles sont hantées par le mythe de la super-femme, comme l'homme est dans celui du héros. Mon père se veut communiste. Je comprends déjà vaguement que la dialectique employée est de prendre en compte l'histoire, utilisant en permanence la critique des hommes comme étant des réactionnaires, les autres des traîtres. Cette façon de fonctionner de mon père, je l'utiliserai moi-même pour défendre tel aspect du communisme ou au contraire le critiquer. Ceci étant mon rapport avec l'autre. Mais sorti du rapport avec l'autre, ma pensée continue de s'enrichir de tous les apports de la vie, et ceci quel qu'en ait été, et quelle qu'en soit la provenance. Le but de ma réflexion a toujours comme recherche comment concilier abondance et liberté pour tous. J'ai bien peur que ceci ne se réalise jamais. Car l'abondance devient pillage et liberté pillage. Car abondance devient gaspillage et liberté pillage de la planète. Voilà. Alors là, je suis à la page 38. J'arrête la vidéo là, à ce niveau-là.